Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de PL Club. La trêve internationale est passée. On se replonge donc avec grand plaisir dans les matchs de Première Ligue. Et c'est un fameux week-end qui nous attend. Un week-end dont on se souviendra sans doute au décompte final et lorsque les décisions seront tombées. Avec moi en plateau, Jean-François. Salut Jean-François. Salut Phil. Salut Bruno. Salut, ils nous ont manqué. Il y a eu la FA Cup entre-temps également, donc on est content de les retrouver. C'est vrai, c'est la reprise de la Première Ligue et avec nous aussi, bien sûr, Christian Skakels. Tout va bien, Christian? Tout va bien, je suis très content de préfacer ce week-end parce que ça va vraiment être un super match dimanche. Effectivement, il reste 10 matchs donc pour le trio de tête. Et la tension est de plus en plus importante, surtout avec effectivement ce que l'on va vivre ce week-end. Liverpool-Brighton et surtout, juste après, City-Arsenal. Oui, et moi j'ai envie de dire que j'ai un petit regret quand même, c'est que quand on fait les calendriers, c'est de mettre des matchs comme ça après justement une coupure d'une douzaine de jours. Je trouve ça personnellement un petit peu dommage parce qu'il y a des joueurs qui vont évidemment rentrer relativement tard de leur sélection nationale et c'était peut-être pas la meilleure façon de préparer ce type de rencontre. Mais bon, ce sera pour les deux équipes on va dire, mais c'est un petit peu dommage. Et d'un point de vue positif, pour nous qui suivons ça de très très près, un point qui sépare ces trois premiers, il faut remonter une dizaine d'années pour avoir un écart aussi peu important. Savoir aussi, si je me souviens bien, en cas d'égalisation des comptes finales, le champion sera celui qui a la meilleure différence de but. Différence de but, oui. Et en cas d'égalité, ce seront la meilleure attaque qui sera sacrée. Et pour l'instant, c'est Arsenal. Oui. Qui est devant. Arsenal premier, 64 points. Liverpool deuxième, 64 points. City troisième, 63 points. C'est assez exceptionnel. On va reparler des matchs de dimanche dans un instant. Mais avant cela, bref retour sur les derniers matchs de Première Ligue. C'était donc il y a une douzaine de jours. Comme vous le disiez, Bruno, il y a eu des matchs de FA Cup. Et juste pour se faire plaisir et se remettre un petit peu dans le bain, voici les best goals de ces rencontres-là. Here's Rodrigo Muniz! He can't stop scoring for Fulham! So far, decent cross! And West Ham get their reward through Mikel Antonio! Odegaard, Fofana! Gives White, looking for Woods! A big goal! Far side and they got a touch! Brilliant! Barkley's corner. Burke gets there. Oh, it's lashed in! Gets past Paquetá. Right across from Diaby. Zaniolo! Pour revenir rapidement sur la trêve internationale, on a vu évidemment ce match entre la Belgique et l'Angleterre. Quel regard vous avez, bon, peut-être sur la Belgique, mais on est ici pour parler des Anglais. Bon, la première chose que je vais dire déjà, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a énormément de blessés, donc ça veut dire que cette compétition est d'une exigence absolument incroyable. Je pense que même il y a eu des petits arrangements entre amis et que certains sont restés dans leur club pour pouvoir être certains de jouer justement ces rencontres capitales pour le titre. Je pense à un garçon comme Kevin De Bruyne, ou du moins je l'espère en tout cas pour ce dimanche. Et puis les Anglais nous ont rappelé que oui, ils ont fait d'énormes progrès sur le plan évidemment offensif et ils sont même impressionnants. Dans le secteur défensif, il y a encore de gros soucis parfois. Oui, et puis j'entendais des échos qui nous parlaient aussi de Trossard qui n'aurait pas marqué de points durant ces matchs-là. Il faut quand même souligner que dans le top 100 des buteurs, là, il y a un Belge, c'est Trossard, avec 7 buts marqués. Donc il est dans le top 20 si on enlève les joueurs qui ont transformé des pénaltys aussi. Donc on ne va pas l'enterrer trop vite pour l'Euro, Trossard. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On en reparlera peut-être tout à l'heure et on en reparlera peut-être après le match. De dimanche aussi, parce qu'il est souvent déterminant. Dimanche, c'est donc un véritable Super Sunday. On ne va parler quasiment que de titres, bien entendu. Et la première affiche va opposer Liverpool à Brighton. Liverpool-Brighton, dimanche à 15h. Liverpool qui pourrait faire une superbe affaire, vu que City ou Arsenal, voire les deux, vont perdre des points. Ça, c'est véritablement une occasion qu'il ne faut pas laisser filer. Non, pour ça, il faut s'imposer déjà contre Brighton. Oui. Donc ça, c'est la première chose. J'ai envie simplement de dire,
parce qu'on l'a vécu il n'y a pas longtemps, que tous les matchs à Anfield d'ici la fin de saison, ce sera grandiose pour La tournée finale de Klopp. Oui, la tournée Bien finale, sûr. effectivement. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de Il ne faut pas se laisser prendre par beau à l'émotion non plus. Non, mais moi je pense pas qu'ils se laissent prendre par l'émotion, je pense même que ça les transcende et aussi parce qu'on a l'impression que Liverpool, il y a une page qui va se tourner avec la page de Klopp et qu'il y a aussi au niveau des joueurs, au niveau de l'effectif, au niveau de tout ça, donc je pense qu'ils sont presque dans une quête ces joueurs-là et je me demande si après avoir été justement éliminés par Manchester United en Coupe FA Cup, d'Angleterre, ouais. la quête qu'ils ont, le Graal qu'ils ont allé à chercher, c'est ce titre de champion. Et rappelez aussi que Brighton fait comme Aston Villa, comme Tottenham, partie de ces trois équipes que ces trois candidats au titre vont encore affronter en cette fin de saison. Effectivement, le dernier match de Liverpool en Première Ligue, c'était quand même le partage face à Manchester City 1-1. Ensuite, vous l'avez dit Jean-François, l'élimination FA Cup à Manchester United. Il y a eu aussi une qualification quand même, il faut la souligner, en Europa League face à Prague. Christian, les Reds ont quand même, si on examine les résultats, pas mal de difficultés, je vais dire, contre les équipes du top. Oui, et c'est ça en fait la différence entre la perception de la réalité et la réalité des faits. On va le voir directement sur l'infographie. C'est que même s'il y a une ambiance incroyable, il y a un rythme incroyable et ils performent vraiment très bien cette saison, eh bien la réalité c'est que dans les matchs du top 8, eh bien, ils ne sont qu'à 40% des points pris avec seulement 13 buts marqués et 11 encaissés. C'est très, très bizarre de voir ça, mais c'est la réalité. Et regardez, il n'y a seulement que 2 victoires à domicile et aucune en déplacement, avec énormément de partage. Et comme on l'a dit souvent, dans le haut du classement, un partage, c'est 2 points de perdus. Donc, il faudra s'améliorer dans ces derniers matchs qui vont rester contre les équipes du top 8, parce qu'on sait bien que contre les équipes du bas, ils font carton plein. Donc, ça sera peut-être ça la clé du succès en cette fin de saison. Jean-François. Pour rebondir sur ce que Christian dit, si on regarde bien le classement, on se rend compte que justement la raison pour laquelle Arsenal est en tête avec une victoire en plus que les autres pour l'instant. Donc, et je faisais la réflexion à Bruno tout à l'heure quand on était en train de préparer un petit peu l'émission. Je disais, il vaut mieux gagner un match que faire 3 matchs nuls. Et ça se vérifie évidemment. Donc c'est capital de remporter ces matchs-là. Maintenant, je pense que face à Brighton, à domicile, si on veut le titre, cette rencontre-là, il faut la gagner. Effectivement. Christian, au niveau de la conception des buts maintenant, on a un peu abandonné, semble-t-il, le jeu dominant placé, volontairement, involontairement. Dites-nous. Non, mais depuis février, là, c'est aussi un constat, c'est qu'en fait, ils ont marqué beaucoup de buts, ils ont gagné beaucoup de matchs, mais ce n'est pas avec le domaine qui est utilisé par les équipes du top. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, et encore, c'est une perte de balle, donc on peut encore l'assimiler encore à une reconversion rapide, mais c'est le seul but qu'ils ont marqué depuis février sur un jeu dominant placé, c'est-à-dire avec un centre venant de la droite en zone optimale. Sinon, eh bien, ils carburent à la reconversion rapide et à la phase arrêtée. Et là, c'est regardez ici, c'est encore un ballon qui vient de loin, il faut une erreur de l'adversaire et ils profitent évidemment de cette vitesse. Ça, on sait que c'est une de leurs forces et peut-être que quand Salah va revenir, ils seront un peu plus dans le jeu dominant placé. Mais pour le moment, depuis février, eh bien, ils parviennent à garder un rythme de croisière, mais en utilisant du jeu rapide, des jeux dans la profondeur, une deuxième chance, une phase arrêtée. Et là, c'est quelque chose qu'il faudra observer aussi dans les mois à venir. Ça veut dire qu'il y a de la variété. Oui, mais c'est symptomatique. Les 3 images qu'on prend ici, c'est Brentford, Luton, Burnley. C'est pas des foudres de guerre non plus. Donc, et une équipe qui encaisse régulièrement la première aussi. On en a déjà parlé en long et en large. Donc, il va falloir un vaincu à domicile. Ça aide quand même. Si ça reste avec des stats pareils jusqu'à la fin de la saison, ce serait un atout. Comme Arsenal. Et puis j'ai envie de dire que chaque équipe qui lutte actuellement pour ce titre a un atout. Et moi, je pense que l'atout de Liverpool cette saison, et je vais le personnifier en un joueur, c'est Virgil van Dijk. Alors que je citerai peut-être d'autres joueurs dans d'autres secteurs du jeu pour d'autres équipes, mais Van Dijk pour moi est un élément central parce qu'il fait une très bonne saison. Il a marqué des buts importants. Il marque des buts importants. Il est, je pense, le fil conducteur aussi entre la fin de l'ère Jürgen Klopp, peut-être la sienne personnelle aussi, et le fait de tourner une nouvelle page. Donc voilà. Et
Alors, est-ce que ça répond à ce que Christian disait tout à l'heure? Mais je pense aussi que c'est ça le principe jusqu'à la fin de la saison. On va essayer, en tout cas en championnat, d'être solide défensivement et de pouvoir éventuellement profiter justement de cette rapidité, cette transition, de ces reconversions. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé en Coupe d'Angleterre, ils ont mené jusque dans les prolongations où ils se font battre deux fois. Sur 2 erreurs énormes. Voilà, donc c'est là qu'il faudra un peu voir, mais pour moi, en tout cas, si un joueur doit personnifier les possibilités de titre cette saison, c'est Virgil van Dijk par l'importance qu'il prend aujourd'hui dans l'équipe, au-delà de son rôle de joueur, dans la personnalité. Mais si j'enregistre bien le tableau que nous a offert Christian, ça c'est pas les stats d'une équipe qui va finir championnat. Non, mais Face ils au sont top là. 8. Ils sont là. Ils sont là, mais il y a encore des gros clients qui arrivent. Hein. Donc, face au top 8, on va affaire à suivre. Tableau intéressant. Christian, Jean-François parlait de Virgil van Dijk. D'habitude, en général, quand on parle de Liverpool, l'homme qui fait la différence, ou qui peut faire la différence, ou qui est peut-être le plus important, c'est Mo Salah. Il marque un petit peu moins en Première Ligue ces derniers temps. En tout cas, depuis qu'il est revenu de la CAN, il a marqué qu'une fois en Première Ligue. Je crois qu'il a marqué une fois dans la victoire contre Prague et il a un assist. Alors là, ce qui est très bien pour cette équipe, c'est que dans la première partie de saison, il a été super efficace et donc il était l'homme de la situation en étant même, on va dire, un peu une sorte de meneur de jeu sur les flancs qui déclenchait les actions offensives. Heureusement pour Liverpool, Darwin Núñez fait son travail et en fait ils sont très connectés depuis le début de la saison parce qu'en fait je crois que l'un et l'autre se sont déjà fait 4 passes décisives pour pouvoir marquer des buts. Maintenant il revient. Est-ce qu'il va apporter de nouveau cette constance dans l'efficacité et d'avoir en fait un ensemble de Darwin Núñez, Gakpo et Salah et être vraiment le fil conducteur jusqu'à la fin de la saison? Il a quand même jusqu'à présent 15 buts et 9 assists en Première Ligue. Hein. Oui, et puis il faut rappeler quand même qu'il partage à Brighton de 2, c'est lui qui met le doublé. Oui. Donc je ne sais pas, enfin voilà, c'est juste, c'est un clin d'œil, mais voilà. Et je pense, parce qu'on parlait justement de son retour définitif ou pas, nous on l'a vécu en tout cas, il était encore prêt pour jouer un quart d'heure, le dernier quart d'heure. Là, je pense que maintenant, après cette trêve internationale, il sera fit et je pense qu'on va le revoir maintenant titulaire. C'est ce que je souhaite en tout cas pour cette dernière ligne droite aux supporters de Liverpool. Mais voilà, je parlais, oui, Van Dijk, parce qu'il représente, si vous voulez, le charisme de l'équipe. L'élément, le facteur X, évidemment, offensif, ça reste Mo Salah. Inévitablement. En déplacement à Anfield, il y aura donc Brighton. 8e au classement. C'est quand même une petite déception, cette équipe. Les résultats en Première Ligue sont moins bons que la saison dernière. Et puis, il y a aussi eu une élimination FA Cup contre Wolverhampton et une autre en Europa League contre la Roma, avec quand même une claque au match aller. Oui, ils n'ont pas joué. J'ai commenté ce match-là. L'entrejeu n'était pas très joueur, alors qu'on avait connu cette équipe très joueuse, qui vous ennuie beaucoup. Le niveau technique avait baissé, le niveau physique avait baissé. Et je pense que quand on est Brentford, on peut pas se permettre, au Brighton, on ne peut pas se permettre d'avoir des passages aussi compliqués sur une saison. Vous n'avez pas le noyau comme les grosses cylindrées en Première Ligue. Donc, passage à vide, oui. Christian va nous en parler sans doute par rapport à leurs prestations récentes. Mais un sacré coup de mou face à la Roma. Oui, mais c'est pas dans l'ADN de l'équipe non plus d'être dans le top 5 ou dans le top 4. Je pense que le projet, c'est de développer des joueurs, de les vendre. Et donc, si on termine une fois dans les 8 premiers, je pense que c'est pas très grave. Ils sont à 5 points de la 6e place, à 11 points de la 5e place. Il y a encore moyen de décrocher voilà. l'Europe. Hein. Moi, j'ai juste envie de mettre l'accent sur un truc. On a parlé beaucoup du football de Zerbi, et on a beaucoup mis en avant. Et voilà, bon, je trouve quand même que les résultats, pour le coup, c'est l'entraîneur sur les 3 cas derniers qui réussit quand même le moins bien. Et puis, je voulais juste dire un truc, c'est qu'ils perdent 8 fois cette saison et ils perdent 7 fois à l'extérieur. Donc, cette équipe, quand même, se déplace quand même beaucoup moins bien. Et si je fais référence aux 6 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, c'est 5 défaites et 1 victoire. Et la seule victoire, c'est sur la pelouse de Sheffield où ils avaient gagné 0-5. Oui. Donc voilà. Mais ils ont perdu à la Roma 4-0, ils ont perdu à Fulham 3-0, ils ont perdu à Wolverhampton en FA Cup, ils ont perdu 1-0, ils ont perdu à Tottenham 2-1, ils perdent à Luton 4-0, souvenez-vous aussi. Donc voilà, c'est une équipe quand même qui... C'est bizarre. Ouais. Un petit peu bizarre. Et contre le top 7, alors Christian, c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Contre les équipes qui sont devant. Rappelez-vous quand même, à un certain moment, on a parlé de Brighton et de Zerbi comme étant le prochain entraîneur du Real Madrid, que les entraîneurs comme Guardiola, Klopp disaient c'est le plus beau football de Première Ligue, en tout cas dans les 10 premiers matchs cette saison.
Et puis voilà, on voit un peu quand même que dans l'absolu, regardez le tableau, c'est un peu oui, je t'aime, ouais, je t'aime un peu moins, puis je t'aime pas du tout. Donc c'est beaucoup de résultats. Alors regardez, ils ont fait une clean sheet et ça c'est quand même symptomatique, c'est 1-0-0. Tout le reste, dans tous les matchs, ils encaissent au moins un but. Donc ils sont obligés de courir toujours après le score. Alors des fois ça fonctionne, ils font un 4-2 contre Tottenham ou un 1-3 à Man U, mais des fois on passe à des 6-1, à des 1-3 contre West Ham. Et la chose que je voulais dire aussi par rapport à Brighton, parce que Jean-François disait que voilà, c'est une équipe qui n'aspire pas à être meilleure dans le classement, mais regardez les deux équipes qui sont devant Brighton dans ce classement, c'est Man United qui est vraiment désastreux dans plein de domaines cette saison, et West Ham qui est aussi une équipe qui une fois ça va, une fois ça va pas, une fois on encaisse, une fois on marque. Donc contre ces équipes-là, s'il y avait quelque chose de plus constant, ils devraient être mieux au niveau du classement. Et là, voilà, ça passe quand même. On le verra tout de suite dans l'analyse. Il y a quand même le jeu, se détériore quand même un peu. Surtout au niveau défensif, Christian, tout d'abord. Défensivement, ça c'est une constance. Je crois que c'est l'équipe dont la distance de dégagement du gardien de but est la plus courte. Donc il y a toujours une volonté de construire de n'importe quelle manière, à n'importe quelle hauteur. Et alors ils prennent, je crois, 10 ou 12 buts déjà cette saison sur des reconversions rapides. Il faut toujours défendre en courant vers son propre but. C'est d'une difficulté incroyable. Alors quand on décide de faire ça contre des équipes comme Aston Villa ou la transition avec Watkins ou comme ici, c'est un des seuls buts que Manchester City a marqué sur reconversion rapide. C'est dire le mauvais choix de jeu offensif de partir de derrière. Voilà, ici, Lewis Dunk qui nous fait la même chose que contre la Belgique. Voilà, il y a un certain moment, il y a des joueurs de ce niveau-là. Il faut rester avec des qualités de ce niveau. Il faut arrêter de penser qu'on peut jouer comme le top 4 ou comme le top 2 en Angleterre et faire des choses un peu plus simples pour pouvoir gagner des points autre que dans des 4-3, des 5-4 et des 2-1. Quoi. Il est certain que Lukaku a présenté ses voeux à Dunk. Quand on voit comment on défend à ce niveau-là, on se dit mais ces défenseurs-là sont trop courts, quoi. C'est trop juste pour le top. Ouais, mais j'en reviens à l'ADN de l'équipe et du projet, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des défenseurs qu'on cherche, on cherche des bons gars qui vont faire la saison, mais ce qu'on cherche à trouver, c'est des pépites qu'on va mettre en avant et qu'on va vendre à un moment donné, 60, 70, 80 millions. C'est ça, en fait, le projet du club, et c'est un peu à l'image. Voilà, ils n'ont pas encore trouvé la pépite défensive, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas pas ici. Non. Voilà. Il y a eu beaucoup d'espoir à une époque. Peut-être moins maintenant, sur Stones. C'était celui qui allait révolutionner l'aspect défensif anglais. On n'est pas vraiment là non plus. Même si ce sont de bons défenseurs. Évidemment, on ne joue pas en première ligue, on est un bon défenseur. Voilà, ça c'est sûr. clair. Pour le côté offensif maintenant, ça se passe comment? Parce qu'on dit des Zerbi, on a toujours dit depuis pas mal de temps, depuis son arrivée en Angleterre, des Zerbi, c'est du beau jeu, c'est du jeu léché, c'est du jeu construit. Vous avez analysé un petit peu les performances de Brighton de ce côté-là? Oui, voilà, il veut jouer absolument le même jeu que Manchester City et que Arsenal Aston Villa, et donc c'est le jeu dominant placé, c'est comme on va le voir ici, c'est-à-dire passer par les flancs, arriver dans la zone optimale et donner un centre pertinent et une magnifique reprise. Eh bien, sachez que depuis 2024, alors hormis la victoire 0-5 contre Sheffield que j'ai éliminé, eh bien, les deux buts que vous voyez, ce sont les deux buts seulement qu'ils ont marqués sur jeu dominant placé depuis 2024. Donc, c'est vraiment le signe que finalement, on les a un peu scotés, on connaît leur manière de jouer et on réduit en fait leurs possibilités. C'est pour ça que les résultats ne s'enchaînent plus. C'est-à-dire que quand on s'obstine à vouloir jouer dans un domaine et qu'on n'a pas de plan B, eh bien, on est dans des situations où on ne marque que 2 fois comme ça, donc on gagne beaucoup moins et donc, en fait, le jeu se détériore. On verra donc ce que cette équipe sera capable de produire à Anfield, ce ne sera pas évident pour eux. Brighton qui vise donc toujours l'Europe et Liverpool, évidemment, le titre. Ce sera un beau duel 2-2 à l'aller, on le rappelle. Allez, place maintenant au match que tout le monde attend, sans doute le plus important de cette fin de saison, Manchester City-Arsenal. The following footage may be sensitive to Arsenal fans. It's business as usual as Manchester City lead Arsenal. 8 years without a single win in the Etihad. Oh, it's brilliant! This feels like a very different Arsenal. The title race is going right down to the wire.
City-Arsenal, il va y avoir le feu évidemment dimanche à l'Etihad, coup d'envoi à 17h30. C'est le tournant de la fin de saison, c'est ce que tout le monde dit. Oui, mais il y aura quand même encore après 27 points à prendre. Donc il y aura quand même encore toute une série de petits tournants qui seront importants aussi. Oui, voir des grands tournants, mais enfin, c'est un moment magique. Votre avion est prêt déjà, de toute façon, il vous attend. Je ne suis pas sûr, mais bon. Mais non, c'est un moment exceptionnel. Déjà, d'intensité, on a eu la chance de vivre sur place le Liverpool-Manchester City, qui était un match immense. Donc on s'attend à la même chose. Hein. Et puis on n'est jamais, cette saison, et certainement depuis plusieurs saisons, on n'est presque jamais déçu avec des affiches pareilles en Angleterre. Non, c'est vrai. Et Bruno faisait référence tout à l'heure, je suppose que c'était à l'année 2014, où on avait, après 28 journées, 3 clubs qui se tenaient en 1 point. Et à l'époque, c'était Chelsea qui avait la place d'Arsenal. Cette fois-ci, ce sont les Gunners qui sont là. Ils ont évidemment ce rêve d'aller détrôner City. On a l'impression presque que l'élève a une obsession, c'est de passer au-dessus du maître. Puisque Arteta a été l'élève... Ça fait longtemps qu'on l'attend du côté des Gunners. Donc, exactement. Oui. Après, voilà, on aura quelques chiffres dans les confrontations directes, mais c'est vrai qu'ils se sont rencontrés cette saison, je crois. 2 fois. Deux fois. Il y a le Community Shield où Arsenal s'est imposé. Exact. Il y a le championnat où Arsenal a gagné aussi. Exact. Donc là, maintenant, est-ce que... C'est un signe, ça. On dit 203, donc je ne sais pas, on verra bien si c'est un signe ou pas. Je mettrais par rapport à ça, ou en opposition à ça, le fait que sur les 2 derniers déplacements en championnat, à l'Emirates, ils ont quand même pris, Arsenal a pris une fois 4 buts et une fois 5. Hein. Donc ce sont des matchs aussi. Faudra voir, ça dépend tellement du contexte. Encore une fois, je pense qu'il y a un contexte qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est le nombre exact d'absents, de blessés qu'il y aura de part et d'autre. De Bruyne, il y a un grand point d'interrogation. On sait que Stone s'est blessé puisqu'il est sorti rapidement. Est-ce que c'était préventif ou est-ce qu'il sera vraiment blessé? Ça, on verra bien. Mais voilà, enfin, City est de toute façon sur une dynamique... Une confiance énorme. Ils sont sur une dynamique exceptionnelle. Moi, ce match qu'on a fait ensemble à Anfield, moi, j'ai rarement vu cette équipe de City autant se faire bousculer au sens propre du terme. Hein. Mais pas battu. Mais pas battu. Et souligner quand même, avant qu'on rentre de plein pied dans cette rencontre, Arsenal doit encore aller à City, doit encore aller à Tottenham, doit encore aller à Manchester United. C'est pas rien, ces 3 déplacements-là. Donc le titre est loin d'être joué, même si les Gunners vont chercher une victoire. City 3e à un seul petit point d'Arsenal et de Liverpool. Le dernier match de City, c'était en FA Cup, victoire 2-0 contre Newcastle. Dernier match de City en Premier League, le 1-1 face à Liverpool. Quel bilan vous tirez, Christian, de Manchester City dans les gros matchs, puisqu'on en parlait un petit peu là, il y a un instant? Bien oui, ça confirme ce qu'on observe depuis plusieurs saisons. Ceux qui pourraient être en tête de la Première Ligue, eh bien, il ne faut pas nécessairement être excellent dans les matchs du top, mais il faut gagner contre les plus petites équipes. Et c'est ce qui se passe une fois de plus. Ça a été le cas la saison passée, puisque en préparant l'émission, Philippe, on a observé quand même qu'il y avait 8 matchs ou 9 matchs contre le top 9 où ils n'avaient pas gagné. Eh bien, c'est de nouveau la situation pour le moment. C'est-à-dire que dans les matchs du top 5, eh bien, ils sont à 20% des points pris, ce qui est très, très peu. Alors, à leur décharge, et on va le voir dans les images, c'est que les deux matchs où ils ont perdu 1-0, c'est 2 fois sur des tirs déviés. Donc, pour pouvoir battre Manchester City, il faut être dans un bon jour et il faut avoir des circonstances favorables de son côté. Mais voilà, ça n'empêche pas de faire le constat que Manchester City ne gagne pas contre les équipes du top 5 pour le moment cette saison. Et donc là aussi, peut-être qu'en fin de saison, peut-être le point ou les 3 points gagnés feront peut-être la différence dans cette course à 3. Et c'est la meilleure équipe du monde. Ouais, c'est extraordinaire. Mais Christian, on n'a pas 3 équipes où on peut faire le même constat, les 3 équipes de tête. On ne peut pas faire ce constat-là justement dans les matchs au sommet. Moins Arsenal. On a fait le constat avec Liverpool, c'est que c'est pas terrible. Dans les matchs du top 4, top 5, ils n'ont qu'une victoire contre Aston Villa. On va le voir un peu plus tard que Arsenal, c'est un peu mieux, mais Arsenal a perdu des points contre les équipes plus faibles. Et donc, c'est pour ça que tout le monde se tient pour le moment. Mais le constat dans l'absolu, c'est qu'il ne faut pas nécessairement gagner. En fait, ce n'est pas une obligation de gagner dans les matchs du top pour pouvoir être champion cette saison. On est tous les 3 neutres ici, mais
parmi les 3 équipes qui visent le titre, est-ce que ce n'est pas tout simplement Arsenal qui, à l'heure actuelle, impressionne le plus? 8 victoires d'affilée en 2024, Christian, c'est exceptionnel ça quand même. C'est exceptionnel pour le moment, c'est exceptionnel, oui. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que comme on voit les autres équipes et on observe en fait depuis le début de la saison que certaines équipes en fait se dégradent dans l'aspect offensif et dans les choix de jeu, eh bien eux, on était inquiets en début de saison en disant mais comment est-ce possible qu'ils sont à 50% des buts marqués sur phase arrêtée et très peu dans le jeu dominant placé, alors que la saison passée, on l'a montré plein de fois, ils étaient vraiment les meilleurs. Mais maintenant, depuis 2024, regardez, il y a 33 buts. Je crois qu'ils ont marqué 15 ou 16 de ces 33 buts uniquement sur jeu dominant placé. Donc Arsenal est de retour, Arsenal est complet, que ce soit dans la transition rapide, que ce soit dans les phases arrêtées ou que ce soit dans le jeu dominant placé maintenant. Vous avez raison, Philippe, la perception fait que pour le moment, on pense que c'est quand même la meilleure des 3 pour le moment. En fait. Et il n'encaisse jamais plus d'un but. C'est incroyable. 4 buts encaissés sur l'ensemble et jamais plus d'un but en match. Ce sont des stats vraiment. Ça, c'est des stats de champion. Ici et maintenant. Oui. Faut pas craquer. Je vais tempérer les plus optimistes par rapport à Arsenal. Simplement, ils subissent 4 défaites cette saison. De ces 4 défaites-là, il y en a 3 qu'ils vont subir à l'extérieur. On parlait tout à l'heure de la fin de saison, des matchs qui restent à jouer maintenant. Si on regarde Arsenal, encore 6 matchs contre les équipes de la première partie du tableau. Et ces 6 matchs-là contre la première partie du tableau, ils vont jouer 5 à l'extérieur. Oui, et si on fait la comparaison avec City ou avec Liverpool, qui vont aussi évidemment avoir des matchs contre des équipes de la première partie de tableau, mais ils vont les avoir plus à domicile qu'à l'extérieur. Mais on peut voir justement avec Christian, puisque vous parlez de ça, les résultats d'Arsenal contre le top 6. Oui, ça confirme ce que Jean-François a dit, hein, c'est-à-dire que voilà, ce sont les meilleurs des 3 dans les matchs du top. Regardez, 61% des points pris, c'est quand même pas mal avec un vaincu à domicile, dont 3 victoires. La seule défaite, c'est Aston Villa en déplacement, mais regardez, il reste le déplacement à City, à Tottenham et à Manchester United. Donc, ça va être quelque chose en fait de déterminant dans ces matchs-là. Et là, il faudra prendre 6 sur 9 pour pouvoir garder le même fil conducteur jusqu'à la fin de la saison. Avec Arsenal, on se dit toujours, est-ce que cette équipe va tenir? On se dit ça depuis quelques saisons maintenant, puisque évidemment, ils traînent. Mais pas oublier qu'ils ont encore quelques derbys chauds. Hein. Ils vont accueillir encore Chelsea. Dans quel état sera Chelsea? On ne sait pas, mais il faut jouer ces matchs-là. Hein. Aston Villa doit encore se déplacer à l'Emirates. Je pense qu'ils ont le programme le plus compliqué. En tout cas, c'est ce qui était mis dans la presse anglaise. Je regardais un petit peu, il y avait un comparatif qui était fait entre les 3 équipes. Et ce n'était pas l'équipe qui ressortait nécessairement. Alors bon, après, c'est toujours des projections qui ne sont finalement que des projections. Et c'est l'avis de quelqu'un. Mais c'était en tout cas expliqué de cette manière-là en disant, mais le problème, c'est qu'Arsenal a beaucoup plus de matchs difficiles à l'extérieur et qu'à l'extérieur, ils ne sont pas nécessairement toujours très à l'aise. Donc c'est peut-être ça qui fera la différence. Après, voilà, après ce succès-là, ils ont très envie. Moi, je trouve aussi peut-être, alors, dans cette dernière phase de championnat, et pourtant j'ai souvent mis l'accent sur le fait qu'il ne me plaisait pas dans le rôle où on l'utilisait à l'époque, c'était Kai Havertz. Je trouve que ces dernières semaines, il est nettement plus performant, notamment dans ce nouveau rôle de numéro 9. On va revenir je me doute bien. dans un instant sur Havertz, mais pour revenir sur le côté offensif, qui est exceptionnel depuis pas mal de semaines maintenant, c'est ce jeu dominant placé aussi qui frappe les esprits, Christian. Oui, c'est la marque de fabrique de son apprentissage avec Guardiola, cette envie de faire circuler ce ballon jusque quand on trouve cette zone optimale de centre et qu'on parvienne en fait à déterminer quelque chose. Alors ici, c'est un effort individuel, mais là, il était quand même dans la zone optimale et bon voilà, le gardien l'a un peu aidé, mais il y a quand même en fait une envie d'être dominant et surtout d'être efficace en domination. Ici, on le voit bien, regardez, il y a un relais avec l'axe, puis il y a quelqu'un qui vient se démarquer et qui vient dans cette zone optimale en prenant une petite forme de profondeur. Il y a un centre au cordeau et puis il y a toujours quelqu'un qui vient de deuxième ligne ou quelqu'un qui vient se placer pour pouvoir la mettre facilement aux 5 mètres. Regardez ici aussi, donc il y a cette temporisation, il y a un premier ballon et puis voilà, il y a ce centre qui est donné. Ça, c'est la marque de fabrique et c'est ce qui fait leur force maintenant en 2024. Et
si on le combine au pourcentage de buts sur phase arrêtée et quelques buts sur reconversion rapide, ben voilà, ils sont au sommet de leur art au niveau offensif. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes actuellement du top comme ça, et on l'a vu avec le match d'Angleterre, par exemple Belgique aussi, cette capacité aujourd'hui qu'ont ces joueurs offensifs à trouver des espaces sur à peu près la largeur du rectangle. Avant, on avait cette volonté d'utiliser toute la largeur, et aujourd'hui, alors on l'utilise dans le positionnement des joueurs pour essayer d'écarter. C'est pour ça qu'on retrouve souvent, par exemple, une équipe comme City avec un joueur qui a le pied sur la ligne d'un côté et le pied sur la ligne de l'autre, mais ça n'en reste tellement pas là. C'est des situations de départ, et puis quand ça s'enclenche, c'est cette espèce de passage par là, cette capacité qu'ils ont à trouver, mais dans des espaces mais tellement minimes, des failles, ça se joue sur 3 fois rien. Et sur un millième de seconde. Et sur un millième de seconde. D'où le mérite d'Havertz d'avoir retrouvé toute son aura technique Ouais. et son intelligence, même quand il fait une feinte pour laisser filer le ballon. Et il n'y a personne qui parle de Gabriel Jesus, là, il ne manque plus à personne pour l'instant. C'est vrai, confirmation avec vous, Christian Havertz. Il a été tellement critiqué. Là, il apporte vraiment énormément de choses. Sa pierre à l'édifice, comme on dit. Hein. Oui, et c'est ça en fait la marque des grands joueurs, c'est que quand ils ont des situations difficiles, d'ailleurs Eden Hazard le disait dans le documentaire, il disait à certains moments, je savais que ça allait durer 1 mois, 5 semaines, mais qu'après avec mes capacités, j'allais revenir et donc je m'en faisais pas. Et ben ici c'est un peu le cas pour Havertz aussi au début, voilà, il le montre avec ses doigts, c'est-à-dire qu'à un certain moment il est critiqué, mais quand la machine s'enclenche, quand il parvient à prendre ses marques, eh bien voilà, il est performant. Il a marqué beaucoup de buts depuis le début de la saison, mais il en a marqué surtout 4 dans les dernières semaines. Et donc, il est tout le temps actif. Et surtout, il est un super lien avec les joueurs de flanc que sont Martinelli et Saka. Et donc, quand ces joueurs-là fonctionnent et que lui, il est à la réception de ce travail et de cette préparation, alors ça crée des très beaux buts et de très belles victoires. Ouais, mais je le trouve meilleur devant le but que dans la situation où on le trouvait souvent, où il était dans l'entrejeu. Il a été baladé quand même. Où je trouvais que c'était moins bon. Et puis il a bénéficié d'une chose dont tous les joueurs ne bénéficient pas, mais ça, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, c'est une confiance inébranlable de son entraîneur. Oui, oui. Parce que quoi qu'il se passe, il était toujours remis dans l'effectif. Oui. Donc, il y avait un entraîneur qui, et ça aussi, il faut le dire, il faut le rappeler quand même, c'est que quand quelqu'un croit en vous, croit en vos qualités, eh bien, ça vous aide à passer les moments difficiles, parce que d'autres joueurs auraient été relégués sur le banc et seraient peut-être partis, Trossard. Et pour son premier but, je pense que c'est un but Cadeau, cadeau. on lui offre sur le péno, penalty, c'est ça. bien sûr. Je crois que c'est de garde ou Saka, je ne sais plus qui devait tirer le penalty, mais on lui offre ça pour la confiance. Et ça veut aussi dire l'ambiance qui règne aujourd'hui du côté des Gunners. Et voilà, il y a un team. Saka, le nom est prononcé aussi. Je pense que c'est un élément déclencheur pour cette équipe d'Arsenal, même si pour moi, parce que j'ai cité un joueur tout à l'heure, j'ai dit que pour Liverpool, c'était pour moi Van Dijk. Je pense que l'homme du titre pour Arsenal, pour moi, c'est dans la ligne médiane, c'est Declan Rice par la personnalité. Je parle de la personnalité, de ce qu'il apporte en tout cas et ce qu'il dégage. Mais Saka est le Salah, si vous voulez, de cette équipe aussi. Or, il était absent en sélection. Oui. Est-ce qu'il sera de retour ? Point d'interrogation. Ça reste évidemment... Ce sont des détails, évidemment, qui ont énormément d'importance dans des matchs comme ceux-là. Dans des matchs pareils. Pour conclure, Christian, avec vous, quelle pourrait être la clé du match dans ce fantastique duel? Si on peut en trouver une, hein, il y en a plein, forcément. Les compétences défensives sont maximum. On l'a vu dans les matchs entre Liverpool et Manchester City. C'est très compliqué de trouver l'espace final pour pouvoir marquer un but. Et donc, comme ils ont engagé, ces deux équipes, aussi bien Arsenal que Manchester City, ont engagé 2 spécialistes et 2 experts des phases arrêtées qui font des combinaisons, comme vous pouvez le voir, eh bien, pourquoi ce ne serait pas en fait une combinaison sur phase arrêtée comme dans le match contre Liverpool, qui ferait la différence. Regardez ici, ce but, il est exceptionnel. Je crois qu'ils font 8 passes de combinaison. Donc, je crois que c'est la première fois que je vois un but dans l'analyse où on était à T+8 pour pouvoir trouver la finalité de cette action. Ici aussi, regardez, ils ont travaillé énormément sur les rentrées de touches, et je vous invite à regarder même les simples touches que font Arsenal maintenant. Il y a toujours quelque chose de travaillé pour réussir à faire quelque chose et à déclencher quelque chose. Et c'est la même chose du côté de Manchester City. On va le voir avec les images, et notamment avec le travail de Bruyne. Il y a un vrai travail qui est fait. Voilà, il a levé les mains. Hop, voilà, c'était contre Newcastle, je pense. On trouve la profondeur
Et on Burnley. le voit même dans les tribunes, il y a Guardiola qui se retourne vers son spécialiste de phase arrêtée pour le remercier. Ici, c'est le cas aussi. Voilà, on a eu des discussions, on s'est posé la question de savoir si c'était vraiment travaillé ou pas. Mais en faisant l'analyse et en demandant surtout à De Bruyne, il nous a confirmé que c'était travaillé à l'entraînement. Donc peut-être que ce sera la clé d'un match aussi Ouais, important que celui-là. je vais faire une nuance parce que j'en ai parlé avec Christian, on a beaucoup parlé depuis que ce match a été diffusé, depuis que voilà. Je mets des guillemets à travailler à l'entraînement, c'est-à-dire qu'en fait, et notamment quand on propose une situation comme ça à T+8, évidemment qu'il y a une idée derrière tout ça. L'idée, c'est de dire, regardez, quand on joue court et qu'on va jouer une succession de passes, il y a une désorganisation qui s'opère dans l'équipe adverse parce qu'ils vont lâcher les marquages, parce que les permutations ne se font plus, des choses comme ça. Et donc, on peut évidemment essayer de l'anticiper, on peut essayer de le jouer. Après, travailler, je mets des guillemets parce que... Il y a l'inspiration du moment. Non, mais les 8 passes à l'entraînement, vous pouvez les faire, vous ne savez pas comment l'adversaire va réagir. Donc c'est ce que je veux dire quand on met travailler dans le sens de Christian. Christian, je pense qu'il doit... Ce qu'il veut dire quand il dit ça, et je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est l'observation et le travail d'une cellule qui regarde quelles sont les compétences, les propres compétences et les compétences surtout de l'adversaire et les faiblesses éventuellement, les zones à exploiter. Et puis derrière tout ça, c'est ça qui est important. C'est l'observation des failles. Mais après, faire le travail à l'entraînement en disant on va faire ça, puis ça, puis ça, celui-là va donner à celui-là, puis celui-là va donner à celui-là, ça, là, on est un step un peu trop loin. Mais je comprends évidemment l'idée. Mais je pense que c'est ce que Christian évidemment veut dire dans l'observation évidemment de ce travail et par exemple de la première zone. Quand je demande à Kevin, parce que je le croise après le match, je lui dis tiens, il me dit oui. Mais parce qu'on a vu qu'à un moment donné, sur certaines phases arrêtées, il ne mettait personne dans la première zone. Et donc à ce moment-là, on savait qu'il suffit. Voilà. Mais on ne va pas la répéter 60 fois non plus à l'entraînement. Avouer un peu pour l'adversaire, phase arrêtée pour Arsenal, c'est une occasion de but. Corner pour Arsenal, ça s'appelle une occasion de but. C'est beau. Ouais. Et Christian va jeter un truc. Christian, vous pouvez réagir. Mais je voulais, en fait, pour pouvoir confirmer ce que j'expliquais ici, j'ai été regarder en fait tous les buts encaissés par Liverpool. D'ailleurs, on les a regardés ensemble avec Bruno, tous les buts encaissés par Liverpool sur corner. Et on a vu effectivement ce que disait Jean-François avec Kevin, c'est qu'en fait, à un certain moment, au moment où le corner est donné, toute la ligne défensive sort de position. Et donc, cette première zone, en fait, est encore plus ouverte dans l'action. Et donc, lui, en fait, il a simplement anticipé, il a eu l'option de la mettre là, sachant qu'au moment où il va la mettre, eh bien, il y a McAllister qui sort de cette première zone et Stones a pu venir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été observé et probablement tenté. Encore fallait-il la mettre, hein, effectivement, cet endroit-là. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. On va donc dire, par rapport à ces affiches, vivement dimanche. Hein. Mais il y a d'autres affiches. N'oubliez pas votre abonné, on annonce un vent violent sur Manchester. Oui, mais Jean-François en a laissé un pour moi dans ma chambre. Mais pas de problème. Simplement pour vous rappeler qu'il y a quand même aussi les rencontres de samedi. Hein. Toutes les autres rencontres ont lieu samedi. On va citer Newcastle-West Ham, Chelsea-Burnley, Tottenham-Luton ou encore Brentford-Manchester United. Il y aura Goals of the Day comme quasiment tous les samedis à partir de 15h45 avec comme fil rouge Tottenham-Luton et Jean-François on s'intéressera aussi samedi au bas du tableau parce que c'est relancé. Tout est relancé avec les 4 points perdus par Nottingham. Alors on sait qu'il y a des recours, on sait que ça bougera peut-être encore d'ici la fin de la saison, etc. Mais voilà déjà 2 événements. Déjà rien que pour ça, cette saison est unique. Hein. Quoi, Burnley va se sauver ? Non mais ça redevient envisageable. C'est en tout cas la même saison. Enfin moi j'ai pas le souvenir que la même saison il y a un club qui perd 10 points, qui est Everton, et puis qui les récupère en partie, et puis une autre équipe de Nottingham. Et là, bon, bref. Donc j'ai pas ce souvenir-là en tête, mais c'est sûr que ça relance la course pour le titre parce que même Burnley pourrait pour la descente. Même Burnley pourrait peut-être aujourd'hui espérer. Il n'y a plus que 5 points, hein, donc. Oui. C'est jamais. On verra. C'est chaud dans tous les secteurs du tableau, on le dit semaine après semaine. Christian, vous serez avec nous aussi avec l'application Discord que tout le monde connaît désormais. Rappelez-nous quand même, si certains ne la connaissent pas, et sur quel match vous serez. Le gros, évidemment, le tout gros de dimanche. Mais voilà, le QR code, vous scannez et puis vous vous inscrivez, et vous nous rejoignez, on vous attend et on sera sur le grand match du week-end et je sais peut-être même sur le match d'avant avec
avec Liverpool et Brighton. Comme ça, dans la continuité, on sera avec nos abonnés pendant tout ce dimanche. Fantastique. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous ne l'avez pas encore fait, Facebook, X et Instagram. Merci Jean-François. Et on débriefera lundi dans l'Europe des 11, évidemment. Hein, cette Évidemment. affiche-là. En long et en large, bien entendu. Merci Jean-François, merci Bruno. Merci. Salut Christian, à la prochaine. Oui, pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas d'émission, mais dans 2 semaines, je serai là avec vous. Ok, allez, merci à vous de votre fidélité. Passez un très beau week-end foot sur nos antennes. À très bientôt, bye bye. Après une courte trêve internationale, la Première Ligue fait son retour ce week-end. Samedi à 13h20, entamez votre journée par Newcastle West Ham. Puis à partir de 15h45, suivez un alléchant Goals of the Day avec Bournemouth qui accueille Everton, Burnley en visite du côté de Chelsea, mais aussi Nottingham Forest face à Crystal Palace, la réception de Fulham à Sheffield United, sans oublier Luton Town qui se déplace à Tottenham. Ensuite, dès 18h25, retrouvez Aston Villa contre Wolverhampton. Et à 20h55, Manchester United se rend à Brentford. Enfin dimanche, à partir de 14h55, vivez Liverpool-Brighton. Et dès 17h20, profitez de l'affiche de cette 30e journée entre Manchester City et Arsenal. Sans oublier l'Europe des 11, lundi dès 18h. Bon week-end de Première Ligue sur vous Sport World.